Texas, milieu du 19e siècle. Une terre de frontières mouvantes, de violences permanentes et de survie brute. Ici, les lois sont fragiles, la vie humaine précaire et chaque horizon peut annoncer la mort. Sur ces plaines immenses, deux mondes s'affrontent. Des colons déterminés à s'enraciner et un peuple cavalier, maître absolu de la vitesse, du raid et de la guerre. Entre eux, une ligne invisible, sans cesse franchie dans le sang. Cette histoire n'est ni celle des vainqueurs, ni celle des vaincus. C'est le récit d'un choc inévitable, d'hommes poussés à l'extrême, d'armes nouvelles, et d'un instant précis où l'équilibre de la frontière bascule à jamais. Voici l'histoire de la guerre des plaines texanes et du jour où la peur changea de camp. Texas central, 1845. Au milieu de chênes centenaires et de ruisseaux alimentés par des sources naturelles, une ferme isolée se dresse dans le paysage. Ses propriétaires, probablement des immigrants allemands, ont bâti avec soin une petite cabane solide. Jour après jour, ils ont entretenu leur culture et leurs troupeaux par un labeur constant et épuisant. Mais tous ces efforts se sont révélés inutiles. Sur la terre battue de la ferme, les corps de toute une famille gisent désormais, immobiles et froids, figés là où la mort les a surpris. Ils sont les dernières victimes des raids Comanches, une vague de violence qui frappe alors l'ensemble du territoire texan. Depuis plusieurs semaines, cette famille était devenue une cible, non par haine personnelle ou conflit direct avec les Comanches, mais parce que sa simple présence sur ces terres, connue des Espagnols sous le nom de Cameria, équivalait à une déclaration de guerre. Ici règnent les redoutés seigneurs des grandes plaines du Sud. Leur autorité est absolue, leur violence redoutée. La ferme autrefois animée est désormais silencieuse. Les événements survenus quelques heures plus tôt ont dû être d'une brutalité extrême, mais ils n'avaient rien d'exceptionnel. Dans ce cas précis, le groupe de pillards Comanches était particulièrement nombreux. Entre 200 et 300 guerriers ont déferlé depuis les collines environnantes. Ils ont abattu tous ceux qui représentaient la moindre menace de résistance, même implicite, et sont repartis avec tous les prisonniers et les chevaux qu'ils pouvaient emporter. À présent, le soleil s'élève dans le ciel, dissipant la brume matinale. La chaleur monte rapidement, rendant l'atmosphère étouffante avant même la mi-journée. Les Comanches se dirigent déjà vers l'ouest. Depuis l'aube, ils voyagent sans relâche après leur attaque contre la ferme. Le raid a porté ses fruits. Un vaste troupeau de chevaux volés progresse avec eux, preuve tangible du succès de leur expédition. Les chevaux ont été pris dans plusieurs ranchs autour de la ville de San Antonio, mais ce butin considérable devient désormais un handicap. Il ralentit leur progression alors qu'ils cherchent à mettre le plus de distance possible entre eux et les Texans qui, inévitablement, se lanceront à leur poursuite. Cependant, compte tenu du nombre de guerriers présents dans ce groupe de raids, les Comanches ne se montrent guère inquiets. Ils ne craignent pas réellement les représailles d'un peuple qui, jusqu'alors, s'est montré largement incapable de les poursuivre efficacement ou de les affronter en terrain ouvert. Avant eux, les Espagnols avaient déjà tenté de lutter contre les raids Comanches. Eux aussi avaient échoué. Le gouvernement mexicain, comme presque toutes les grandes tribus du Texas, avait lui aussi échoué à endiguer cette violence. En 1845, à de rares exceptions près, les Comanches opèrent désormais avec une quasi-impunité sur l'ensemble du territoire texan. Ils considèrent les Texians et les Mexicains comme de simples gardiens de bétail, des peuples jugés bons seulement à conserver d'immenses troupeaux de chevaux, jusqu'au moment où les Comanches décident de les prendre. Leur mépris envers les colons tient avant tout à l'emplacement de ces implantations humaines. Aux yeux des Comanches, toute installation sur ces terres équivaut à une intrusion au cœur même de l'immense empire qu'ils estiment être le leur. Toute intrusion sur ces territoires est perçue comme une offense passible de mort. Les Comanches éprouvent également un profond mépris pour toute culture, qu'elle soit autochtone ou européenne, pratiquant l'agriculture sédentaire. Selon leurs normes, il s'agit d'un mode de vie jugé faible et indigne. A l'inverse, ils considèrent leur culture fondée sur la mobilité, la chasse et le raid comme une existence plus virile et plus honorable qu'ils estiment naturellement supérieure et universellement préférable. Aussi limitée que puisse être cette vision du monde, leurs méthodes et leurs pratiques se sont révélées redoutablement efficaces. L'ascension de la puissance Comanche en est la preuve. En l'espace de quelques générations, les Comanches sont passés d'un peuple de chasseurs-cueilleurs perpétuellement précaire à la tribu la plus riche de l'ensemble des grandes plaines américaines. Peu de sociétés, dans l'histoire humaine, ont connu une transformation aussi rapide. Dès le début du 19e siècle, ils contrôlent pratiquement toute l'étendue des plaines du Sud, depuis l'actuel Kansas jusqu'au sud du Texas. Mais leur richesse ne se mesure pas seulement en territoire. Elle repose avant tout sur les chevaux. Leur position géographique, à l'extrémité méridionale des plaines, leur donne accès à la région concentrant le plus grand nombre d'implantations humaines et de centres d'élevage.
C'est là que s'alimente la puissance comanche. Au début des années 1800, les Comanches bénéficient de l'accès au plus vaste choix de chevaux et du plus grand nombre d'occasions de mener des raids. Cette situation leur permet de posséder bien davantage de chevaux que toute autre tribu. Un jeune guerrier comanche peut ainsi disposer d'un troupeau de plusieurs dizaines, voire de plusieurs centaines de montures. Une richesse comparable à celle des chefs les plus puissants de tribus plus septentrionales, comme les Sioux ou les Cheyennes. L'importance économique de cet avantage est presque impossible à mesurer, et la volonté farouche de le préserver a profondément façonné la société comanche. Animés par une soif inextinguible d'accroître leurs troupeaux, à la fois collectifs et individuels, les Comanches poursuivent sans relâche leurs expéditions. Les tentatives pour les arrêter, notamment au cours des dernières semaines, se sont révélées désespérément inefficaces, tant pour les fermiers texans que pour les autorités. Comme cela se produira à plusieurs reprises dans l'histoire du Texas, l'intensification des attaques comanches entraîne l'abandon de fermes entières. Des familles fuient, terrorisées à l'idée de devenir les prochaines victimes. Les récits de massacres se transmettent de voisin en voisin, de ville en ville, alimentant une peur omniprésente. Pour beaucoup, il semblait que, à toute fin pratique, il semblait impossible de combattre efficacement une force capable de frapper par des raids fulgurants, puis de se fondre presque instantanément dans l'immensité des paysages de l'Ouest. La situation posait un problème entièrement nouveau, appelant une réponse tout aussi inédite. Dans les décennies précédentes, de petits détachements, agissant sous l'autorité de Stephen F. Austin, avaient patrouillé les étendues de la frontière texane avec l'objectif de localiser et d'affronter les chefs comanches. L'espoir était qu'une stratégie plus offensive puisse dissuader de futures attaques. Mais ces compagnies de patrouille, qui deviendront plus tard connues sous le nom de Texas Rangers, n'obtiennent que des succès très limités dans la traque et l'affrontement des chefs comanches. Elles sont en permanence sous-financées, mal équipées, et leurs effectifs sont composés en grande partie de jeunes hommes ayant trouvé peu de place ailleurs dans la société. La plupart ont moins de 25 ans et sont venus au Texas avec une volonté explicite de violence et de représailles. Chaque année, de nouveaux jeunes hommes arrivent à San Antonio et s'engagent avec enthousiasme dans les rangs des Rangers. Ils fanfaronnent, évoquant les scalps comanches qu'ils s'apprêtent à prendre et les jeunes femmes texanes qu'ils prétendent bientôt sauver. À la moindre rumeur d'une attaque comanche à proximité, ils titrent la ville au galop, parés de toute la splendeur de leur autorité nouvellement acquise. Beaucoup ne seront jamais revus. Pour les plus chanceux, la mort survient rapidement, au combat, transpercés par les longues lances comanches ou par des flèches courtes et épaisses. Ces projectiles sifflent dans l'air avec une telle violence qu'ils peuvent traverser le torse d'un bison adulte avant de se ficher dans la terre dure des plaines. Pour les âmes moins fortunées, le sort qui les attend est bien pire. Ceux qui avaient la malchance d'être faits prisonniers ne connaissaient pas une fin rapide. Nombre de jeunes rangers enduraient une mort lente et douloureuse, soumis aux tortures infligées par leurs geôliers comanches. Pendant des années, leur succès dans la poursuite des groupes de raids comanches et dans la prévention des atrocités sur la frontière texane restèrent irréguliers et limités. À de rares occasions, ils parvenaient à surprendre un camp comanche et à libérer un ou deux captifs. Mais dans l'ensemble, ils peinaient constamment à rivaliser avec leurs adversaires, incapables d'égaler leur mobilité exceptionnelle et la puissance de feu qu'ils étaient capables de concentrer. En 1845, cependant, la situation commence à évoluer, grâce à deux facteurs déterminants jouant désormais en faveur des Rangers. Le premier est l'adoption d'une nouvelle arme, le revolver Colt Paterson, conçu par l'inventeur américain Samuel Colt, originaire du New Jersey. Ce modèle constitue le précurseur du revolver Colt Walker à 6 coups, qui apparaîtra 2 ans plus tard, en 1847. Le Colt Paterson est doté d'un barillet de 5 coups et d'une carcasse imposante pour son époque. Chaque charge doit être introduite manuellement, une par une, dans le barillet, un procédé lent mais révolutionnaire comparé aux armes à un seul coup alors en usage. Cette innovation commence à modifier l'équilibre des forces sur la frontière texane. Pour recharger, le barillet doit être entièrement retiré de l'arme. Cela oblige le ranger engagé sur le terrain à transporter sur lui plusieurs barillets déjà chargés, prêts à être remplacés en urgence. Bien qu'il ne dispose ni de la simplicité d'utilisation ni de la puissance de feu de son successeur, le Colt Paterson n'en demeure pas moins une arme révolutionnaire pour son époque. Pourtant, plusieurs années après son invention, il est resté largement méconnu et peu employé. Aucune force militaire ou de maintien de l'ordre n'avait encore réellement compris comment exploiter efficacement ce nouveau type d'armement. Le Texas fut parmi les premiers à tenter l'expérience, en passant une commande initiale de 180 exemplaires. Ces nouveaux revolvers Colt étaient initialement destinés à équiper la marine de la jeune République du Texas. Cependant, la marine ne parvient jamais à les employer de manière réellement efficace.
La technologie semble alors vouée à l'oubli, reléguée au rang de curiosité sans avenir. Pourtant, avant d'abandonner définitivement l'idée, le gouvernement texan envisage une autre possibilité. Peut-être que les Rangers sauraient en tirer parti. Si cette conclusion paraît évidente avec le recul, elle ne l'était pas à l'époque. L'idée de cavaliers armés d'armes à répétition, affrontant les Comanches sur un pied d'égalité, en mobilité et en cadence de tir, représentait une rupture radicale avec toutes les doctrines militaires existantes. Une rupture qui allait bientôt transformer l'équilibre des forces sur la frontière texane. Combattre les Comanches selon leur propre méthode constituait une idée profondément étrangère aux traditions américaines. Pendant des siècles, l'expansion américaine vers l'ouest s'était accompagnée de combats menés à pied contre les tribus de forêt de l'Est. Le terrain s'y prêtait peu à l'usage de la cavalerie. De plus, les mousquets et fusils employés par les colons exigeaient un rechargement long et complexe, presque impossible à effectuer en selle, surtout au galop. Cette contrainte technologique créait un écart fondamental entre les forces américaines et leurs adversaires des plaines. Un écart que l'introduction du revolver allait progressivement combler. Cet écart de supériorité tactique a longtemps permis aux Comanches d'agir presque sans entrave. À cheval, ils manœuvrent avec une aisance totale et décochent leurs flèches à une cadence que les Texans, à pied et armés d'armes à un seul coup, sont incapables d'égaler. Face à eux, les tirs restent rares, lents et largement inefficaces. Mais l'apparition d'une arme à répétition, capable de tirer plusieurs fois avant rechargement et utilisable depuis une monture lancée au galop, commence à modifier l'équation. Pour la première fois, les chances tournent progressivement en faveur des Rangers. Cependant, si les Rangers sont dans l'ensemble des hommes combatifs, souvent prompts à l'affrontement, cette nouvelle capacité ne suffit pas encore à garantir leur efficacité. La transformation de leur manière de combattre ne fait que commencer. Souvent enclins à l'ivrognerie et à un langage grossier, les Rangers ont longtemps souffert de l'absence d'un chef doté d'une vision claire et cohérente pour inverser le rapport de force face aux Comanches. Mais, au cours des dernières années, une figure nouvelle s'est imposée dans leur rang. Un jeune homme originaire du Tennessee, au visage encore juvénile mais au tempérament d'une remarquable fermeté. Issu d'une famille à la tradition militaire ancienne, il arrive au Texas dans les années 1830. Il manque de peu l'occasion de servir lors de la Révolution texane de 1836 et 1837. À défaut, il se tourne vers un autre travail. Il rejoint une équipe de géomètres, une activité qui allait se révéler déterminante pour la suite de son parcours. À cette époque, exercer le métier de géomètre au Texas est l'une des professions les plus dangereuses qui soit. Les Comanches connaissent parfaitement l'existence de ces équipes de relevés et ont compris leur objectif: mesurer et diviser des terres que le gouvernement texan distribue sans leur consentement. Pour cette raison, les groupes de géomètres deviennent des cibles prioritaires. Ceux qui sont capturés subissent certaines des tortures les plus atroces pratiquées par les Comanches. Certains sont attachés vivants sur les plaines, abandonnés aux animaux sauvages et à la brûlure du soleil. D'autres endurent des supplices prolongés, exposés à des braises incandescentes appliquées sur leur corps. Contre toute attente, le jeune Tennessean parvient à échapper à ce sort. Une survie qui forge son caractère et prépare, sans qu'il le sache encore, son avenir au cœur de la guerre des frontières. Ayant échappé à ses destins funestes, il parvient finalement à s'engager chez les Texas Rangers. Depuis plusieurs années, il gravit méthodiquement les échelons de leur rang. Son nom est John Coffee Hayes, plus connu sous celui de Jack Hayes. Il deviendra le second facteur décisif dans la transformation de la manière de combattre des Rangers. Dans un univers dominé par des hommes massifs, rudes et brutaux, qui composent l'essentiel des forces des Rangers, Hayes se distingue immédiatement. Sa silhouette est élancée, ses manières mesurées, presque raffinées. Il possède une voix calme et posée, des cheveux sombres et un regard froid et calculateur. Celui d'un homme façonné par l'expérience, déterminé et parfaitement conscient de la nature du conflit qui l'attend. À maintes reprises au fil des années, il s'est révélé être un tueur redoutable. Les Rangers, tout comme les hommes de sa compagnie, ont souvent été frappés par sa capacité à basculer instantanément d'un interlocuteur affable et réfléchi à un chef de combat féroce, entièrement concentré sur l'action. Le nombre de fois où il s'est exposé à un danger mortel sous le feu ennemi est devenu impossible à compter. Et pourtant, au cœur même du chaos, il continue de distribuer des ordres brefs, clairs et précis aux hommes placés sous son commandement. À ce stade de sa carrière, cette maîtrise inspire à la fois respect et confiance. Depuis plusieurs mois désormais, Hayes et ses Rangers stationnent à San Antonio, quittant ponctuellement la ville pour effectuer des patrouilles sur la frontière. Ils attendent, conscients que l'affrontement décisif approche. Ils patrouillent les territoires environnants et s'entraînent sans relâche avec leurs nouveaux revolvers.
Jour après jour, chaque ranger lance sa monture à travers un parcours improvisé, tout en tirant sur des cibles fixées à des piquets de clôture. Ace les soumet à ces exercices jusqu'à ce que non seulement les hommes, mais aussi leurs chevaux, soient parfaitement habitués aux exigences du combat à cheval. Les montures ne doivent plus craindre le bruit, la fumée, ni la violence soudaine des tirs répétés. Certains rangers murmurent leur lassitude face à cet entraînement incessant. Mais tous savent que le moment d'éprouver ses compétences approche rapidement. Et finalement, ce moment arrive. Tard dans la saison, lorsque la frontière retient son souffle. Dans l'après-midi même du jour où les colons sont massacrés, Hayes reçoit un nouveau rapport. Une fois encore, les Comanches ont semé leur violence caractéristique dans la campagne environnante. On informe que le groupe responsable du raid se dirige vers l'ouest, en direction de la rivière Frio. En quelques minutes à peine, Hayes rassemble 42 rangers à la lisière occidentale de la ville de San Antonio. Il leur expose brièvement la situation. Il détaille l'itinéraire qu'il compte emprunter et explique la manœuvre qu'il entend mener. Puis, à la grande satisfaction des hommes rassemblés, il leur annonce clairement l'objectif. Cette fois, il ne s'agit pas simplement d'observer ou de patrouiller. Cette fois, ils ont l'intention d'engager l'ennemi. Les ordres sont clairs. Rattraper les Comanches, en abattre le plus grand nombre possible et récupérer les chevaux volés. Les Rangers lancent leur monture à un rythme soutenu. Ils savent que malgré la taille réduite de leur détachement, la lourdeur du groupe Comanche, alourdie par le nombre de guerriers et par l'immense troupeau de chevaux, joue en leur faveur. S'ils maintiennent la pression, ils peuvent les atteindre avant qu'ils ne se dispersent dans les immensités de l'ouest texan. Avec eux chevauche, comme souvent, un éclaireur autochtone, un chef apache au corps maigre et nerveux, nommé Flaco. Il pourrait bien être l'élément clé de toute l'opération. Flaco a grandi dans la lutte contre les Comanches. Il connaît leurs itinéraires, leurs habitudes, leurs méthodes de fuite. Dans cette course contre le temps, son savoir pourrait faire toute la différence. Les Comanches furent, durant une grande partie du XIXe siècle, les ennemis mortels de sa tribu. C'est cette hostilité ancienne qui a forgé son expérience et sa vigilance. Depuis plusieurs années, Flaco vit aux abords de San Antonio. Avec le temps, une amitié solide s'est nouée entre lui et Jack Ace. Deux guerriers, deux chefs d'hommes, liés par un respect profond et durable. C'est le chef Flaco qui a encouragé Ace à affronter les Comanches selon leurs propres règles. À combattre avec mobilité, vitesse et agressivité plutôt que de subir. Désormais, ses talents de pisteur, bien supérieurs à ceux des Rangers les plus expérimentés, deviennent décisifs. Sa capacité à lire le terrain, à anticiper les mouvements ennemis, pourrait déterminer l'issue même de cette poursuite. De son savoir dépend une chose essentielle, savoir si les Rangers parviendront à rattraper les Comanches, ou s'ils disparaîtront, une fois encore, dans l'immensité de l'Ouest. Après avoir parcouru près de 100 km, l'ensemble du détachement en est désormais convaincu. Les Comanches sont proches. Enfin, à l'approche de la rivière Frio, les Rangers les aperçoivent. Presque au même instant, les Comanches repèrent à leur tour la colonne qui avance vers eux. Estimant qu'un groupe de quelques dizaines d'hommes ne peut représenter une menace sérieuse face à leurs 200 à 300 guerriers, les Comanches réagissent avec assurance. Ils forment une ligne de bataille entre les Rangers et le vaste troupeau de chevaux, se préparant à repousser l'attaque qu'ils jugent inévitable. De leur côté, les Rangers comprennent immédiatement la réalité de la situation. Ils savent qu'il n'y aura pas de seconde chance. Ils sont largement inférieurs en nombre, engagés loin de toute aide, face à un ennemi expérimenté, confiant et prêt au combat. Ce qui va suivre décidera non seulement de l'issue de cette poursuite, mais peut-être aussi de l'avenir même de la guerre sur la frontière texane. Ils n'ont pas une seconde à perdre. Ils se sont entraînés pour affronter les Comanches selon leurs propres règles, et cela signifie qu'il est temps de lancer une attaque frontale, immédiate et décisive. Au moment précis où les deux groupes se font face, Ace se trouve encore à l'arrière de la colonne des Rangers, monté sur une mule. Comprenant instantanément l'urgence de la situation, il enfonce ses talons et pousse sa monture à la vitesse maximale. Il doit rejoindre l'avance sans délai. Chaque seconde compte. En remontant la colonne au galop, il dépasse un ranger monté sur un excellent cheval. L'homme retient sa monture avec difficulté, luttant pour l'empêcher de s'élancer en avant à pleine vitesse, tendu par l'imminence du combat. Ace comprend aussitôt ce qu'il voit. L'assaut est sur le point de commencer. Ace crie à l'homme d'accélérer et de rejoindre l'avant de la colonne. Mais le ranger lui répond que sa monture est sur le point de s'emballer et qu'il lutte déjà de toutes ses forces pour l'empêcher de partir au galop, totalement hors de contrôle. Pressé par l'urgence et sceptique face à ces explications, Ace ne discute pas. Il ordonne un échange immédiat de montures. Le ranger prend la mule. Ace, lui, saute d'un mouvement sec sur le cheval nerveux.
À peine a-t-il posé le pied dans l'étrier et trouvé l'assise de la selle que l'animal se lance à pleine vitesse. Le cheval part dans un sprint furieux vers l'avant de la colonne, ignorant toute tentative de retenue. Ace n'a plus qu'une option, tenir bon, et laisser la charge commencer. Le cheval n'obéit plus ni aux rênes, ni aux étriers, ni aux cris de Ace. À l'avant de la colonne, les Rangers dégainent leurs revolvers, les dents serrées, et se lancent à la charge vers la ligne Comanche. En tête de l'assaut, chevauche le chef Flacco, impatient d'engager le combat. Alors qu'il avance, il voit Ace le dépasser à toute allure, filant droit vers l'ennemi, bien en avant du reste des Rangers. Flacco ignore que Ace est juché sur un cheval incontrôlable. Il croit simplement assister à une nouvelle démonstration de cette audace presque suicidaire qui caractérise parfois son ami. À ses yeux, Jack Ace vient peut-être de franchir une limite. Une décision incompréhensible, dangereuse et potentiellement fatale. Mais il est désormais trop tard pour s'interroger, la charge est lancée et l'affrontement est imminent. Flacco, lui-même guerrier fier et aguerri, prend sa décision en une fraction de seconde. Il ne laissera pas son ami chevaucher seul vers une mort certaine. Et il n'est pas question non plus de laisser un Texan s'approprier toute la gloire face à l'ennemi qu'il déteste depuis toujours. Il talonne sa monture, encore et encore. Le cheval accélère jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 2 hommes en tête de la charge, Flacco et Ace. Derrière eux, les Rangers lancés à pleine vitesse. Devant eux, une masse de 200 à 300 guerriers Comanches prêts à recevoir l'assaut. Les 2 hommes sont désormais pleinement engagés. Il n'y a plus de retour possible. Alors que la distance se réduit à une vitesse terrifiante, Ace et Flacco lèvent leurs revolvers. Les premiers coups partent. Le tonnerre des armes à feu se mêle au martèlement des sabots. L'instant décisif est arrivé. Derrière eux, les Rangers poursuivent la charge. À première vue, l'assaut mené par ces 2 hommes semble relever du suicide. Malgré leur bravoure, la mort paraît inévitable. Mais l'inimaginable se produit. Les Comanches, stupéfaits par l'audace insensée de cette charge solitaire, hésitent. Un instant de confusion s'installe. Un court moment de paralysie naît de l'incompréhension. Personne ne sait exactement ce qui se passe. Et cette fraction de seconde suffit. Au lieu d'être fauchés par une pluie de balles et de flèches, Ace et Flacco traversent la ligne ennemie à toute allure. Ils la percent, ils la dépassent. À leur suite, 41 Rangers lancés à pleine vitesse fondent à leur tour sur les Comanches. La collision tant redoutée n'a pas lieu. La bataille vient de basculer. Les Rangers saisissent immédiatement l'occasion offerte par la confusion ennemie. Ils déversent un feu nourri dans les rangs Comanches, adoptant à leur tour des tactiques jusque-là réservées à leurs adversaires. Ils mènent des attaques éclairs. Ils frappent brutalement, se replient aussitôt, puis reviennent frapper encore, décrivant des manœuvres tourbillonnantes qui désorganisent totalement les lignes ennemies. Ace et Flacco parviennent à déborder les Comanches, puis à rejoindre les forces des Rangers. Ensemble, ils infligent des pertes sévères aux guerriers qui tentent de se regrouper. Pendant un temps, les Comanches opposent une résistance farouche. Le combat est violent, chaotique, acharné. Mais ils sont progressivement submergés. Non par le nombre, mais par un déluge de feu qu'ils n'avaient jamais affronté de cette manière auparavant. L'équilibre des forces vient de changer. Ce petit détachement parvient finalement à infliger des pertes décisives. Les Comanches finissent par rompre leurs rangs. Comme l'écrira plus tard Indian Depredations in Texas, la panique finit par s'emparer d'eux, et ils prirent la fuite, se dispersant dans toutes les directions. Après le combat, les Rangers rassemblent autant de chevaux qu'ils le peuvent. Le détachement fait ensuite demi-tour et regagne San Antonio, chargé de butin et marqué par une victoire aussi inattendue que symbolique. Le chef Flacco, à la fois stupéfait par le courage de son ami et amusé par le fait que cette charge héroïque ait été provoquée par un cheval pris de panique, décide de lui attribuer un surnom. Un surnom appelé à traverser l'histoire. À partir de ce jour, au gué de la rivière Frio, un nouveau nom s'impose. Aux yeux de ses amis comme de ses ennemis, le capitaine Hayes sera désormais connu sous un surnom. Bravo Too Much, ou selon l'interprétation, Brave Too Much. L'appellation porte une pointe de moquerie affectueuse entre compagnons d'armes, mais son sens est profondément sérieux. Elle incarne une audace poussée à l'extrême, une témérité qui frôle parfois l'inconscience. Et avec le temps, ce surnom se révélera parfaitement approprié. Le chef Flacco et Jack Hayes combattront encore à de nombreuses reprises les Comanches. Quant à Hayes, il se forgera une réputation durable, gravant une trace brutale et indélébile sur les champs de bataille de la guerre américano-mexicaine à partir de 1846. Une trajectoire faite de violence, de courage et d'un nom né d'un cheval affolé, devenu légende. En 1847, Hayes quitte finalement le Texas. Avec l'arrivée de la ruée vers l'or de 1849, il part s'installer en Californie.
Les deux anciens compagnons ne se reverront jamais. Flaco, de son côté, deviendra une figure légendaire de l'histoire texane. Son parcours, à lui seul, mériterait un récit complet, tant son rôle et son influence furent marquants. Mais la guerre sanglante pour le contrôle du Texas est loin d'être terminée. Elle se poursuivra encore pendant des décennies, emportant d'innombrables vies, des deux côtés. Ce conflit finira par provoquer l'effondrement définitif du mode de vie comanche. Un monde façonné par la mobilité, la guerre et le cheval disparaîtra à jamais. Et pourtant, les récits innombrables d'héroïsme et de cruauté, portés par les Texans comme par leurs adversaires, continueront de hanter l'histoire de la frontière. La frontière ne s'est pas refermée ce jour-là. Les combats ont continué, les représailles aussi. Année après année, la violence a façonné le Texas, jusqu'à épuiser ceux qui y vivaient et ceux qui y résistaient. Le monde des cavaliers des plaines a fini par disparaître. Non par faiblesse, mais sous le poids du nombre, des armes nouvelles et d'un ordre qui avançait sans retour possible. Ce que l'histoire retient souvent, ce sont les noms, les dates, les victoires. Mais sur cette frontière, la réalité fut faite de choix impossibles, de courage, de cruauté et de survie. Cette histoire s'achève ici, mais d'autres récits attendent encore, enfouis dans la poussière des plaines texanes. Car tant qu'il y eut une frontière, il y eut des hommes pour la défendre, et d'autres pour la refuser.